Que se passe-t-il à l'Élysée quand le soir arrive? Bonjour Renaud Revel. Bonjour. Vous êtes journaliste au Journal du Dimanche. On peut dire que vous êtes vraiment très bien informé. Merci. Peut-être l'un des journalistes les mieux informés de France. Vous publiez un livre qui est étonnant, s'appelle Les Visiteurs du Soir. Qui sont ces visiteurs du soir qui ont accompagné finalement les présidents, quels qu'ils soient, pendant toute la Ve République et qui le soir se glissent derrière ces grilles de l'Élysée pour aller rencontrer le président? Ce sont des familiers, ce sont des proches du président, souvent des amis lointains, des conseillers de l'ombre, qu'on appelle des conseillers en communication, des artistes parfois, des politiques souvent. C'est en tout cas un aéropage de gens qui appartiennent peu ou prou au premier cercle du président de la République. Oui. Ils sont plus proches que la moyenne. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont au cœur du pouvoir quand personne ne le sait, qui rentrent dans l'intimité des présidents, qui conseillent les présidents. Qui ont une relation très particulière avec lui. Effectivement, ils échappent à l'agenda, ils ne figurent pas à l'agenda officiel du président. Ils arrivent le plus souvent nuitamment, pas forcément par l'entrée principale, mais par la grille du Coq, qui est l'entrée adjacente de l'Élysée. Et puis, ils sont là pour conseiller, s'épancher, échanger de manière très confidentielle, mais très familière aussi, très familière. Il tutoie le président le plus souvent avec le locataire de l'Élysée. Alors on va citer quelques noms dans quelques instants. 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Le soir, il se glisse comme ça dans l'obscurité, puis il traverse les jardins, les cliquetis des pas, et alors il que se dirige vidé, bien sûr. Oui, il se dirige au cœur du pouvoir, comme ça. Le président peut-être les reçoit quoi, en bras de chemise? Sarkozy souvent en bras de chemise, Mitterrand c'était pas le cas bien sûr, Chirac le plus souvent aussi en bras de chemise autour d'une tasse de thé ou d'une bière, et François Hollande de manière très décontractée. C'est un moment où le lâcher-prise est là, où le président tombe la veste, où il s'adresse à ses visiteurs de manière très familière, où il peut aborder des questions qu'il n'aborde pas avec ses conseillers techniques, avec ses ministres ou avec le tout team de Paris. Mais pourquoi ils font ça? Je veux dire, ça peut avoir un caractère inquiétant, ou se dire, voilà, c'est une espèce de pouvoir parallèle. Il y a deux raisons. D'abord, c'est pour rompre la solitude du pouvoir. Tous les présidents de la République, de Pompidou à Macron, même Macron aujourd'hui, sont pleins du lieu. L'Élysée est un petit édifice où le président se sent souvent enfermé. Pompidou s'en plaignait beaucoup. Mitterrand s'en échappait. François Hollande, n'en parlons pas. Donc, c'est un, rompre la solitude, et deux, échanger à bâton rompu sur des questions importantes, mais sans filtre. On peut dire les choses telles qu'on les pense, et il a la chance d'avoir en face de lui des gens sur qui il peut s'appuyer, en qui il a totalement confiance. Il sait que ce qui se dit dans son bureau ne sortira pas de son bureau. Alors on va citer quelques noms dans quelques instants, mais d'abord si on parle, ça commence avec le général de Gaulle. C'est encore un bunker. Lui, c'est pas trop le genre. Encore, il y a des gens qui peuvent lui dire, mon général, vous vous trompez. Ça peut rare, arriver, mais c'est rare, parce que de Gaulle est entouré de militaires, principalement son cabinet est composé de galonnés. Mais ça s'installe avec Mitterrand. C'est Mitterrand vraiment le terme a été créé en 82, pardonnez-moi, et c'est là que Mitterrand voit défiler, mais vraiment le tout Paris. Alors, des politiques, des artistes, des intellectuels, des philosophes, et Mitterrand va installer ça, et ce rituel-là, qui est un rituel monarchique, va perdurer jusqu'à nos jours. Oui, alors, il reçoit Julien Clerc, on apprend qu'il y va sans arrêt, il va voir Mitterrand, il déjeune avec lui. Hein, c'est des amitiés qui se créent comme ça? Qui se créent au fil du temps, bien sûr, et puis il a traité aussi il a beaucoup consulté au moment de la peine de mort. Il a beaucoup consulté Bernard-Henri Lévy quand il s'agit d'intervenir en Bosnie. Il a beaucoup consulté aussi, le soir venu, quand il s'est interrogé sur l'entrée de la France dans la première guerre du Golfe. Donc, ces rendez-vous aussi ont une valeur profonde. Hein. On n'y traite pas que de choses secondaires. De grands dossiers ont été traités après 20 heures à l'Élysée. Oui. Alors, vous racontez vous-même, un jour, vous êtes ce cérémonial, vous y avez droit, Renaud Revel. C'est François Mitterrand. Alors, c'est quoi, un motard qui vient vous amener l'invitation? Vous avez la chance, vous dites, ça y est, je suis élu par le pouvoir, j'entre dans la cour des grands. C'est très impressionnant, l'Élysée, parce que d'abord, vous êtes accueilli par un huissier qui vous emmène dans les étages. Un deuxième huissier vous amène au bureau du président de la République. Et là, Mitterrand, qui est derrière son bureau, ne dit pas un mot. Il vous invite d'un geste de la main à vous asseoir en face de lui. Je me souviens que ça durait 20 minutes, pas plus. Il a dit peu de choses. Et à un moment donné, on échangeait sur les questions médias. À l'époque, il y avait une réforme de l'audiovisuel qui était en cours. Donc la discussion était très formelle, et à un moment, il s'est levé, il m'a dit, je crois qu'on s'est tout dit. Ça voulait dire au revoir. Hein. Et il m'a raccompagné à la porte très poliment, mais il restait quand même le silence du bureau, le cérémonial, les enluminures, la pesanteur du lieu, et on comprend que les présidents aujourd'hui veulent s'en échapper. Il y a une sorte
de pesanteur dans ce lieu qui est frappante quand vous y pénétrez. Oui, mais quand vous êtes sorti, vous racontez, vous avez compris pourquoi il vous avait, je vais dire, congédié de la conversation, parce qu'il y avait le visiteur suivant qui était à côté, qui attendait assis sur une chaise, et vous avez reconnu. Et j'y croise Catherine Deneuve, bien sûr, qui attendait le président de la République. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr. Un visiteur chasse l'autre, et c'est souvent d'univers très différents les uns des autres, très différents. Vous pouvez croiser un artiste dans la minute suivant un politique, après un philosophe. C'est très varié, très variable. Il y a Jacques Attali qui veut absolument un bureau le plus proche possible du président. Il n'y en a pas, et il fait construire son bureau dans la salle d'attente. Absolument. Parce qu'elle est à côté du président. Oui, parce qu'encore une fois, les visiteurs échappent à l'agenda officiel du président de la République. Il faut savoir qui vient voir le président. Et Attali, effectivement, pouvait lister à peu près celles et ceux qui franchissaient le seuil du bureau de François Mitterrand à l'époque. Et il en a tenu la comptabilité. D'ailleurs, il a écrit beaucoup de choses ensuite, par la suite. Oui. Alors, François de Grossouvre, conseiller, qui va se suicider dans un bureau à l'Élysée même, qui est encore une personnalité écoutée du président. Puis à un moment, il y a des ruptures. C'est-à-dire que le président veut congédier aussi ces fameux visiteurs et de dire à un moment donné, non, c'est fini avec vous. Bien sûr, c'est la cour du roi Louis XIV. Il y a une multitude de gens qui ont vu Mitterrand, mais qui ont disparu corps et bien par la suite. Tous n'ont pas survécu. Le seul qui a traversé, je dirais, les décennies, c'est sans doute Alain Minc et Bernard-Henri Lévy. Et Michel Drucker. Alors vous dites Michel Drucker, tous les présidents. Oui, parce que Michel Drucker, effectivement, a survécu pendant 50 années. Bien sûr par son talent propre, mais surtout parce qu'on le sait peu, il avait un gros réseau politique, il connaissait bien Giscard, il connaissait très bien Mitterrand, encore mieux Chirac et surtout Nicolas Sarkozy pour finir, avec qui il faisait du vélo. Donc, mais ça consistait surtout à leur dire, bon alors j'ai envie de continuer à ma saison. Absolument, et puis Jacques Chirac lui a proposé un ministère qu'il a refusé, bien sûr, Nicolas Sarkozy lui a proposé un ministère qu'il a refusé. Donc les liens sont très ténus, sont très très proches. Vous racontez comment Serge Moati va voir un jour François Mitterrand pour lui demander quoi ? Serge Moati, qui était alors le patron de France 3, se fait convoquer un soir nuitamment à l'Élysée. Il y rentre par la grille du Coq. Il se demande ce que le président peut lui demander. Mitterrand l'entraîne dans le jardin. Ils tournent ensemble, ils se promènent. Et à un moment, Mitterrand, écoutez, j'ai une chose très délicate à vous demander. Et Moati s'attendait au pire. Je voudrais que vous fassiez revenir Guy Lux à la télévision. Donc, ça allait des fois se loger dans des anecdotes totalement futiles. Mais c'est aussi ça que Mitterrand traitait le soir venu, après qu'il ait fini sa journée. Alors, Macron, directement, allons-y. Lui, non. Pas tellement de conseillers de l'ombre. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pour deux raisons. Parce que Macron n'a pas d'histoire politique. Il est né politiquement en 2017. Donc, peu de réseaux, très peu de réseaux, si ce n'est celui de l'inspection des finances et de l'ENA, contrairement à Mitterrand, Chirac et les autres. Donc, Macron, en plus, très seul à l'Élysée, dirigeant seul ce pays, il ne travaille qu'avec son portable. Son 06 c'est une salle d'attente. Alain Minc et d'autres m'ont raconté qu'il envoie des SMS à 2, 3, 4 heures du matin, et très structuré, où il donc traite Macron ses dossiers. ne dort pas, c'est ça que vous nous dites. En fait, il envoie des SMS à 3 heures du matin. En tout cas, il travaille énormément la nuit, et très peu de gens le voient physiquement à l'Élysée. Il y vit reclus, il est confiné depuis 2018, et passé 19 heures, il est dans ses appartements privés, avec son épouse, et très peu de gens le voient le soir. Les seuls visiteurs qu'il visite, il les fait à l'extérieur. Il va dîner à l'extérieur dans des restaurants, chez des particuliers ensuite, mais à l'Élysée même, il y a très peu de gens qui ont eu accès à Emmanuel Macron, en tout cas le soir venu. Il trouve que ça prend trop de temps, il y a trop de perte de temps, c'est un homme pressé. C'est une perte de temps. Pour lui, les visiteurs, il pense que ça ne sert strictement à rien, que ces gens-là sont des courtisans, que c'est chronophage. Il n'a pas tout à fait tort. Il n'a pas tout à fait tort. Parce que vous qui les connaissez bien, il y a beaucoup de courtisans quand même. Il y a beaucoup de courtisans. Il faut relativiser l'influence de ces visiteurs. Si on prend l'exemple de BHL, il est sans doute que Mitterrand ne serait jamais en Bosnie avec la France sans BHL, et Bernard Lévy n'aurait jamais, sans doute, et Nicolas Sarkozy ne serait jamais allé en Libye sans que Bernard Lévy n'en ait convaincu. Donc certains d'entre eux ont une influence réelle. Mais soyons très honnêtes,
90% des visiteurs de l'Élysée n'ont strictement aucune influence. Et Macron le sait. Oui. Macron le sait, c'est la raison pour laquelle il y a très longtemps qu'il a coupé court à ce rituel. Oui, alors il y a ceux qui n'en sont plus, on le disait, ces fameux visiteurs qui ne sont plus élus et qui à un moment donné attendent impatiemment que leur téléphone résonne et qu'on les invite à nouveau. En fait, à chaque changement de pouvoir, ils sont inquiets de se dire est-ce que je vais être encore dans la cour du prochain. Oui. C'est un enjeu pour eux surtout. Pour certains, bien sûr, parce que notamment pour des communicants de renom. Je prends l'exemple d'un Jacques Séguéla, d'un Alain Minc, même d'un Bernard-Henri Lévy. À chaque fois, il faudra repartir à zéro, reconstituer ses réseaux, renouer une relation avec le président de la République, ce qui n'est pas simple, mais ces gens-là ont toujours un coup d'avance en général. Ils sont assez malins. Ils arrivent. Emmanuel Macron, par exemple, beaucoup d'entre eux avaient deviné qu'il serait un jour à l'Élysée, et beaucoup avaient anticipé, et beaucoup l'avaient accompagné dans sa campagne, sachant que tôt ou tard, ils auraient un coup de fil du président de la République. Oui, alors il y en a beaucoup qui peut-être se prévalent d'une influence ou d'être reçus, qui en réalité n'en ont aucune. Mais c'est peut-être par intérêt au carriérisme. Oui, puis ça leur coûte cher en général, parce que le président n'aime pas ça. Parce que tout leur revient, en fait. Oui, tout leur revient. Et en général, ceux qui disent qu'ils sont écoutés ou influents. Quand ça se produit, ça se finit en général très mal. Oui. Mais Mitterrand n'acceptait pas ça. Mitterrand s'est fâché un jour avec Julien Clerc, qui s'était permis dans un dîner en ville de rapporter les propos que Mitterrand lui avait tenus quelques jours plus tôt. Donc il y a aussi le secret absolu. Oui. On a le droit à ce privilège à la condition qu'on garde le secret et que ce qui se dit dans son bureau ne sorte pas de ce bureau. Oui, alors il y en a quand même un, c'est François Hollande, qui avait tellement les journalistes, qu'il parlait tellement qu'un jour il s'est retrouvé avec un bouquin qui s'appelait « Un président ne devrait pas parler comme ça ». Parce que c'est le fruit de ça, et c'est l'entourage de François Hollande qui se disait « Mais enfin, comment le président a fait une telle confiance ?» Il y avait une porosité totale entre Hollande et l'extérieur, et les journalistes en particulier. Il l'a payé cher, bien sûr. Mais je crois que, d'après ce que son entourage m'a raconté, il semblerait qu'il l'ait même institutionnalisé. Ça, il savait que ça ressortait. Je crois qu'ils sont contre-fichés, d'après ce qu'on me racontait, et que finalement, on a pris ça pour une maladresse, mais c'était aussi un mode de gouvernance et de fonctionnement chez lui. Oui, et Jacques Chirac, un mot sur Jacques Chirac. Jacques Chirac, très peu de visiteurs, en tout cas, de la société civile. Finalement, son premier clan, son premier cercle des politiques purs, Tibéri, Juppé, Michel Noir à l'époque, François Léotard, son clan, son cercle, et avec quelqu'un qui à ses côtés le protégeait des visiteurs, qui était sa fille Claude Chirac, bien sûr. Oui, oui. Alors derrière tout ça, finalement, c'est une histoire secrète de la Ve République, de ses usages que vous nous racontez. C'est les bas-côtés, oui, c'est les coulisses en tout cas, c'est ces rituels totalement monarchiques encore une fois, et un rituel totalement français. Vous n'avez d'autres exemples au monde. Ça n'existe pas ni en Italie, ni en Grande-Bretagne, encore moins aux États-Unis. En Allemagne, ça les fait rugir. Pour nous, on est vraiment un pays totalement dépassé, archaïque pour ça. Ce sont des rituels qui n'existent nulle part ailleurs dans le monde. Et alors, si je vous dis Grandjon et Aguillon, personne ne les connaît. Personne ne les connaît. Et vous les citez comme deux des plus influents conseillers de Emmanuel Macron. Deux figures éminemment brillantes. Personne ne les connaît. C'est incroyable. Absolument, dans l'ombre d'Emmanuel Macron depuis le début de sa campagne. Et ces deux visiteurs du soir ont un rôle éminemment important auprès de lui, bien sûr. Mais personne ne connaît à peine leur visage et encore moins leur identité. Ça veut dire que donc parfois, il y en a qui sont discrets ou que ceux que l'on croit influents ne le sont pas du tout. Par exemple, les journalistes politiques. Bon, vous parlez évidemment de Jean-Pierre Elkabbach, à un moment donné, qui vient essayer de convaincre de placer Édouard Balladur. Racontez ça. Et bien sûr, et Mitterrand avait avec Elkabbach une relation quasiment fraternelle. Ils avaient une très bonne relation. Et c'est vrai qu'à un moment, Jean-Pierre Elkabbach est celui qui a amené Édouard Balladur face à Mitterrand. Et ça a été des visites à n'en plus finir pendant près de 4 mois, en tête-à-tête, plusieurs fois par semaine. Et Mitterrand écoutait Elkabbach. Et leur relation était à ce point bonne qu'Elkabbach sera l'un des très rares journalistes à venir se recueillir sur sa dépouille au moment de sa mort. Un autre qui viendra se recueillir sur sa dépouille, c'est Alain Duhamel. Vous le citez parmi ceux qui ont une influence permanente auprès des chefs d'État qui se succèdent. Oui, il a traversé les décennies, Alain Duhamel, absolument. Parce qu'effectivement,
ayant grandi journalistiquement et politiquement auprès de Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand l'appréciait énormément, Chirac un peu moins, Sarkozy un peu moins, et Macron, on le voit beaucoup encore aujourd'hui. On peut dire qu'il est sans doute le seul journaliste avec Jean-Pierre Elkabbach à avoir traversé en tout cas les septennats et quinquennats sans jamais quitter ce lieu. Oui. Alain Duhamel est celui qui connaît sans doute le mieux le bureau du président de la République aujourd'hui. Oui, et c'est peut-être là, pour le coup, c'est le président qui lui téléphone pour avoir des conseils, non? Absolument. Pas l'inverse. Oui, souvent, ils échangent énormément. Alain Duhamel, qui en parle peu, mais dit quand même du bout des lèvres qu'il a des relations permanentes avec Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui. Un mot sur notre ami Guillaume Durand, qui présente une émission sur TV5 Monde à 300 millions de critiques et qu'on salue. Guillaume, il est dans le bouquin. Hein. Alors, vous racontez comment il s'est battu pour avoir un déjeuner avec François Mitterrand. Ça a été dur. C'était dur, et il a fini par l'obtenir. Et de ce déjeuner-là est née aussi une relation importante entre les deux hommes. C'est comme ça que Mitterrand acceptera de faire à ses côtés la fameuse interview de la Sorbonne. Et les relations entre ce journaliste-là, Guillaume Durand, et Mitterrand ont été très fortes. Oui. Très fortes, de longues années. Oui, il y a une connivence entre ce petit monde, parce qu'évidemment, on pourrait dire derrière, ceux qui nous écoutent vont dire, allez, regardez, c'est le tout Paris, c'est un petit groupe de gens qui, comme ça... Non, oui, une connivence très superficielle, Oui. parce qu'encore une fois, les présidents ne sont pas dupes. Hein. Je crois que ces aéropages les distraient beaucoup plus qu'autre chose. Les distraient, les amusent, les interrogent. François Hollande adorait les journalistes parce qu'ils lui ramenaient les bruits de la ville, Oui. les rumeurs de tout Paris. Hollande parlait très peu de politique avec les visiteurs, très peu. Il parlait de quoi? De cinéma, de show business un peu, de quelques stars de la télé, Des potins du tout Paris. Et Mitterrand aimait bien les potins et aussi. Mitterrand adorait ça, bien sûr. Qu'on lui raconte les histoires. Mais bien sûr, Mitterrand était pas... Et Jacques Chirac aussi. Donc il ne faut pas donner trop d'importance au contenu de ces conversations-là. C'est souvent d'un ton très léger. Nicolas Sarkozy encore plus. Nicolas Sarkozy s'est beaucoup épanché sur sa vie privée, avec celles et ceux qu'il recevait à l'Élysée. Au moment de l'affaire Cécilia, les gens qu'il reçoit sont des gens avec qui il va s'épancher, se confier, comme il ne l'a jamais fait avec quiconque. Hein. Oui. Donc c'est à la fois une soupape, un confort, un moment de détente pure, mais il ne faut pas y prêter autre chose que cela. Oui, on a parlé beaucoup d'hommes là. Il y a Michel Cotta, bien sûr, qui va avoir de l'influence auprès de François Mitterrand, de Jacques Chirac, d'autres. Et puis il y a Brigitte Macron aujourd'hui. Donc vous dites, quand même, c'est la première conseillère du chef de l'État. C'est la première conseillère, absolument, c'est la première conseillère d'Emmanuel Macron depuis tout le temps, depuis 2017, depuis le début de la campagne. Elle est sans doute ce qu'on a appelé même la vice-présidente. Non seulement sa première conseillère, mais une femme de dossier. Et c'est vrai qu'elle a un œil d'une grande acuité sur les dossiers que traite son époux de président. Et c'est même elle qui a conduit Emmanuel Macron à se séparer d'un grand nombre de ses conseillers en 2018 et 2019. Elle a fait un grand ménage. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est à la fois sa première visiteuse, mais encore une fois, sans doute, son Premier ministre bis. Il forme un couple, qu'on le sait, indissociable, fusionnel, et elle a un rôle éminemment majeur à ses côtés depuis le début. Et dans les moments difficiles aussi, les Gilets jaunes, vous racontez comment ça s'est passé. Absolument. Parce qu'il y a eu cette trouille, elle a eu cette trouille à un moment donné, de dire qu'on ne maîtrise plus la situation. Qu'est-ce qui peut arriver? Elle a même des rapports assez curieux avec lui, assez tendus, parce qu'au moment de cette crise-là, Emmanuel Macron qui dit mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire, et elle lui sort du chapeau une idée: tu devrais offrir 1000 voitures aux gens les plus pauvres. Il la regarde les yeux étonnés, mais qu'est-ce que tu me racontes là? Il a baillé l'idée d'un revers de main. Mais elle avait des idées comme celle-là qui pouvaient paraître totalement anecdotiques et superficielles, mais ils ont des discussion de ce tonneau-là. Il l'écoute, il lui demande. Pendant la crise du Covid, au début, c'est elle qui l'amène au professeur Raoult à Marseille. Oui. Lui ne voulait pas le rencontrer. Elle lui: il faut que tu vois cet homme, il pèse dans le paysage scientifique et médical, il est de bons conseils, les gens, semble-t-il, l'écoutent beaucoup. Il faut que tu le rencontres. Et c'est comme ça qu'elle emmène son époux d'Emmanuel Macron à Marseille. C'est comme, elle a un peu son poisson pilote aussi. Oui. Elle a beaucoup aiguillé ici durant ces 4 années. Oui, alors que le Covid arrive, il dit qu'est-ce que c'est que cette saleté? Oui. Hein, c'est ça l'expression. Cette saleté. Et je raconte la scène, effectivement, le jour où on découvre ce virus en France et toute la dramaturgie qui entoure, effectivement, ce virus à l'Élysée, le climat de crise qui s'y installe et la peur même qui s'installe dans le
première femme du président jusqu'à Brigitte Macron elle-même. Oui, oui. L'affaire Benalla est une crise dans le couple entre Brigitte et Emmanuel Macron. Bien sûr, qui a été racontée aussi par ailleurs. Et là, c'est là où le couple vacille aussi, hein, où Brigitte Macron ne comprend pas la présence de cet homme aux côtés du président, qui le met en danger, selon elle. C'était l'un des moments de crise, l'un des rares moments de crise au sein de l'exécutif, du couple exécutif. Oui. Oui. Merci Renaud Revel. Évidemment, les visiteurs du soir, vous l'avez compris, très bien informés. Ce qu'ils disent à l'oreille du président, vous allez en apprendre des choses. C'est publié chez Plomb. Merci beaucoup Renaud Revel d'avoir été notre invité. Merci.